ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Merci de nous rejoindre. Je reçois aujourd'hui Fabien Simon. Fabien, merci. Bonjour, avec plaisir. C'est super. Depuis le temps qu'on essaie d'organiser ça, je suis hyper content. Donc Fabien qui nous vient du rugby, du club de Montpellier, le fameux MHR, qui n'est particulièrement engagé dans la rationalisation des choses et dans la mesure, puisque on s'est rencontrés au travers des outils communs qu'on utilise ensemble, de Kinvent, qui nous permettent d'objectiver un certain nombre de choses. Mais on en reparlera. On va parler aujourd'hui vraiment de l'épaule, qui est une pathologie qu'on partage quand même, en même temps, j'allais dire dans les sports de combat et dans le rugby, mais le rugby est bel et bien un sport de combat collectif. Avant tout. Et avant tout. Et du coup, c'est pas étonnant que tu puisses nous en parler en long, en large et en travers. Non, en plus, c'est quelque chose de très très important chez nous. Ouais. Alors du coup, cette épaule, elle est bien exposée. On peut peut-être déjà rappeler un petit peu la construction de l'épaule, parce qu'il y a bien plein de kinés qui nous écoutent. Je suis désolé, on va enfoncer une petite porte ouverte, mais il y a aussi beaucoup de coachs sportifs qui ont peut-être passé leur BPGEPS il y a un petit moment, qui ont peut-être besoin d'être rafraîchis. C'est intéressant, je pense, de revoir un petit peu les bases de cette articulation qui est quand même au final très complexe. Hyper complexe. On a l'habitude de dire qu'elle est faite sur un modèle avec 3 os, donc la scapula, l'humérus et puis la clavicule. C'est vrai qu'on a 2 gros complexes articulaires, qui est l'acromioclaviculaire. Je pense que toi, dans le judo, tu as connu ça avec pas mal de lésions d'acromioclaviculaire, entre autres sur les chutes, et puis l'articulation gléno-humérale. Donc ça, c'est nos 2 gros complexes. Moi, j'ai l'habitude de dire de façon systématique que cette épaule, elle est l'articulation la plus mobile du corps, et donc forcément la moins stable, ce qui est plutôt logique. Après, elle est constituée surtout par un complexe musculaire qui est très très important, parce que c'est celui qui va assurer et sa stabilité et sa mobilité, et surtout sa congruence au niveau de l'articulation gléno-humérale. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs écrits, mais on a l'habitude de dire qu'elle est composée en fait d'un groupe de 4 muscles, et la coiffe des rotateurs. Alors des fois on dit 5, des fois on dit 4, Moi je vais rester à 4, avec le muscle sous-épineux, on a un muscle petit rond et puis un muscle sous-scapulaire. Et puis on a un muscle très important dans la mobilité, c'est ce fameux deltoïde, qui va nous faire toutes les mobilités d'abduction, d'élévation et de rétropulsion majeures. Mais on sait que la stabilité de la tête humérale, elle est assurée par ce groupe de 4 muscles que j'ai cité tout à l'heure, qui est la coiffe des rotateurs. Alors, cette coiffe des rotateurs, elle est très problématique parce qu'elle est soumise à beaucoup de contraintes dans le rugby, beaucoup de contraintes traumatiques, beaucoup de contraintes d'overuse par rapport aux séances de préparation, de musculation et de chocs répétés. Voilà, alors juste pour en faire un petit rappel, comme tu l'as dit, je pense que tout le monde a un peu ces notions en tête, mais on a un groupe de muscles qui va plutôt avoir une action de rotation externe et un groupe de muscles qui va plutôt avoir un rôle de rotation interne. Une des clés de la prévention, c'est évidemment de monitorer ce rapport. Alors tout à fait, de monitorer et en fonction de ça, de l'équilibrer au maximum. Juste se rappeler que sus-épineux, plutôt rotateur externe, petit rond, plutôt rotateur externe. Et ensuite, on a les muscles sous-scapulaires qui est plutôt rotateur interne. Et puis l'ensemble de gros muscles périphériques comme le grand pectoral ou le grand rond, qui eux vont avoir aussi une action dans la rotation interne. Voilà. Donc il faut vraiment être capable de visualiser, je pense, ces muscles déjà dans leur fonction et de pouvoir après les évaluer concrètement. Je fais juste une petite digression sur ce qu'on est en train de dire là, mais qui est hyper importante, parce que souvent les coachs ont tendance à considérer que l'épaule, c'est ce qu'on voit. C'est beaucoup plus que ça, parce que ça dépasse et de loin cette boule qui est le deltoïde, vous l'avez bien compris. J'ai moi-même un petit défaut de langage, c'est que j'utilise assez régulièrement le terme scapula, parce qu'en anglais on dit ça, on dit la scapula pour parler de l'épaule. C'est un raccourci qui néanmoins a du sens, parce qu'au fond, la mobilité de l'omoplate, elle est hyper importante dans ce complexe, et souvent c'est le fait de la scléroser et de l'isoler de manière inappropriée qui fait qu'on se fait mal à l'épaule. Mais vous avez compris que
la stabilité de l'épaule, elle va venir de sa proprioception, de sa capacité à être activée, de sa capacité à être mise en tension. Et du coup, c'est là que la prévention elle va être hyper importante parce qu'on va parler de rotation, on va parler de stabilité dans l'action. C'est une articulation qui est finalement stabilisée dans sa mobilité. Exactement. Alors c'est pour ça que on a un peu cette habitude, comme tu as dit, qui est très anglo-saxonne de parler de la scapula, parce qu'on sait que c'est à partir de cette scapula que tout est initié sur la mobilité de l'épaule. Et entre autres, la mobilité dans la stabilité. Une scapula qui va mal bouger ou qui va mal être fixée posera forcément en répercussion un problème sur la dynamique de la gléno-humérale. C'est inéluctable. Voilà. D'où aussi notre insistance de contrôle de l'ensemble des muscles qui contrôlent la scapula, que je n'ai pas cité tout à l'heure, parce qu'ils n'appartiennent pas directement au complexe de l'épaule, mais par contre ils sont responsables du bon fonctionnement de l'articulation. Un vrai défaut partagé entre les coachs et les kinés, c'est de ne pas vraiment monitorer. C'est-à-dire qu'on va tester un peu, alors surtout les kinés vont tester un peu, les coachs c'est quand même assez rare. Quand ça teste, bon, j'aime pas, hein, au fond, on n'a pas de données très précises là-dessus, c'est assez rare finalement. Alors c'est assez rare. Après, on a de plus en plus, en tout cas dans le sport professionnalisé, parce qu'on sait que c'est une articulation à risque, entre autres dans le rugby, et on sait qu'une lésion grave d'épaule, on arrive sur une incapacité très rapide de 4 mois, avec des arrêts de travail, avec des joueurs non disponibles. C'est un vrai sujet. 4 à 6 mois, donc du coup on essaye d'être vigilant. Alors il y a plusieurs années maintenant, on a mis en place l'isocinétisme, qui était, j'ai envie de dire à l'époque, un de nos seuls moyens d'évaluer concrètement et objectivement une épaule dans sa mobilité. Donc tout ce qui est entraînement à vitesse constante. Voilà, vitesse constante, évaluation du travail excentrique. Ça demande un petit peu de matos. Ratio des forces. Le problème, c'est que c'est très cher. Et ce qu'on pourrait aussi se dire des fois, pour nous en tout cas, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose de fonctionnel. Voilà. C'est toujours mieux d'évaluer une articulation, alors que ce soit le genou, que ce soit la cheville ou l'épaule, mais encore dans sa plus fonction. forte raison à l'épaule, puisqu'on l'a dit, c'est dans sa mobilité qu'elle va prendre sa sécurité. Et c'est vrai qu'on a vu se développer ces dernières années pas mal d'outils, alors divers et variés. Les plus vieux, c'était ce bon vieux dynamomètre de l'époque sur ressort. On a commencé aussi avec des choses comme ça. Et puis maintenant, on est dans l'ère de l'analogique et on arrive à commencer à trouver des outils pour nous simples, fiables, rapides d'utilisation. Parce que je pense que tous les gens qui nous regardent, que ce soit des kinés ou des prépas, on a toujours un peu ce côté-là d'être limité dans le temps par rapport au nombre de gens qu'on a évalués. Et on commence à avoir les moyens de le faire, entre autres avec du matériel, comme on a pu citer tout à l'heure de chez Kinvan, des plateformes de force, des dynamomètres analogiques, des choses comme ça. Donc des dynamomètres manuels qui sont transportables, qui nous permettent effectivement de capter de la data immédiatement. Exactement. Avec un simple smartphone et le dynamomètre connecté en Bluetooth, assez simple. Ce qui est important, c'est de donner un petit peu des repères sur les grands patterns qu'on teste. Toi, tu monitores quoi comme Alors, nous, on monitore, parce que je dis moi, mais enfin, c'est nous, parce qu'on travaille en staff. On travaille en staff, mais le plus important dans un premier temps pour nous, c'est d'évaluer la rotation interne et la rotation externe chez un joueur, parce que en fait, on sait en fonction de nos résultats la prédisposition à la blessure. Parce qu'avant de traiter, en fait, on essaye de prévenir de la blessure. Donc voilà, on a une évaluation de rotateur interne et de rotateur externe dans 2 ou 3 positions, qu'on appelle la rotation externe 1, 2 ou 3. Nous, on fait préférentiellement la 1 et la 2. Donc qu'est-ce qu'on va regarder ? C'est très simple, en fait. On va regarder notre rotation interne côté droit et côté gauche. On va déjà regarder les deltas qu'on a entre le membre droit et le membre gauche. On a l'habitude de dire qu'il faut les réduire au maximum. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a tous un membre dominant, le rugbyman aussi, le judoka aussi, quel que soit l'athlète. À partir de ce moment-là, on se tolère une marge entre 15 et 10%. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence
eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Ok. On essaye Donc ça, c'est un vrai de pas repère. aller au-dessus. 15 à 10% de delta entre la rotation interne droite et la rotation interne Tout gauche. à fait. Donc nous, on essaye même d'être sur le rugbyman à 10%. Hein, ça, c'est vraiment la base de travail qu'on se donne. C'est la même chose pour la rotation externe, donc un comparatif droite-gauche. Et puis après, on va évaluer les rotateurs externes par rapport aux rotateurs externes. C'est là où tout va se compliquer. Donc là, il faut être capable en fait d'évaluer les deux dans plusieurs modes de contraction, qui soient concentriques, qui soient excentriques, et surtout de savoir jusqu'où on peut tolérer marge d'erreur. Donc on dit en fait de façon générale, et il y a beaucoup d'écrits là-dessus, qu'il faut essayer d'avoir un delta de 75%, c'est-à-dire que le rotateur externe, qui est plus faible, soit capable de se contracter à 75% du rotateur interne. Voilà, c'est ce qui assurera la stabilité et la préhension sur l'épaule. À l'époque, on disait épaule instable, renforcement du haut bas antérieur. Je pense qu'on l'a tous fait, tous dit, tous mis en pratique. Et puis on s'est tous rendu compte que ça ne marchait pas très bien. Voilà. Par contre, rééquilibrer mes rotateurs en synergie, bien entendu, on en parlait tout à l'heure, avec mes fixateurs d'omoplate, ça va me permettre quoi? De travailler mon épaule en sécurité et dans un mouvement adapté à sa fonction. Ah, hyper important. Alors, au-delà de l'évaluation, évidemment, ensuite, il y a l'entraînement. Et là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'outils. Évidemment, ce type d'outil est autant un outil d'évaluation qu'un outil d'entraînement, hein, puisqu'on va pouvoir lutter contre le dynanomètre ou dans différentes configurations, accrocher un mur, accrocher un élastique, simplement dans la main du kiné quand on s'entraîne avec le kiné. Bon, on reste dans une approche assez analytique au final. Donc c'est important de replacer néanmoins ça c'est là qu'il y a un bon lien à faire avec les prépas physiques évidemment, puisque derrière, moi tu sais l'affection que j'ai pour les Turkish Get-Up par exemple, oui. Avec les kettlebells ou pour la mass trainer. Je trouve que ce combo est absolument fantastique parce qu'ultra fonctionnel et en plus multiplan. Et du coup c'est vrai que combinaison comme ça de renforcement analytique et de renforcement fonctionnel, c'est top. détonnant. Alors, bien entendu, ça passe quand même avant toute chose, et tu le dis par les outils que tu viens de citer, mais on passe quand même par la mobilité. On ne va pas commencer à renforcer des épaules ou à travailler des épaules qui bougent pas. Si on est sur des épaules qui ne bougent pas. Alors, nous, à titre... on a structuré ça comme ça chez nous, mais on fait une première évaluation d'épaule avec le FMS, qui est un outil, je pense, qui maintenant est très utilisé. Ouais, surtout sur l'épaule, il est assez il est bien. Pour le coup, assez peu contesté. Il nous correspond bien parce qu'on se rend compte qu'il est utilisé dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de clubs. Donc on peut se passer des données de l'un à l'autre, on peut comparer les dates. Enfin, on a des choses très intéressantes. C'est important. En fonction de notre FMS, on va se dire, bon voilà, on va pas dire il a tel problème ou tel problème, on va juste voir que les mobilités sont réduites, des choses comme ça. Et ça, on sait que avant quoi que ce soit, si on a des mobilités incorrectes, on ne va pas aller, on va dire, taper dedans tant qu'on n'aura pas réglé ça. Alors le problème, souvent, c'est des problèmes justement de déplacement et de glissement de l'omoplate. Hein. On se rappelle que l'homocératothoracique, c'est vraiment celle qui a besoin de bouger, de glisser sur
le grill costal pour amener ensuite toute cette mobilité-là. Si on a des omoplates figées, fixées, on n'aura jamais des amplitudes complètes. Bah ouais. Alors Donc, juste pour préciser, les deux tests qui vraiment touchent principalement l'épaule dans FMS, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, c'est le FMS Shoulder, Mobility Shoulder Test, Voilà. hein, donc ce qui est un des tests qui est de très très FMS. simple à mettre en place. On vient essayer de placer ces deux mains dans le dos. Vous le trouvez assez facilement en googlant ça. Et puis le deuxième test, c'est quand même le overhead squat, puisque du coup on observe la chute en avant des bras en cas de raideur Exactement. d'épaule. Donc ça nous donne quand même une grosse indication sur l'état de stabilité et de mobilité de l'épaule. Tout à fait. Donc ça peut être une problématique articulaire, ça peut être une problématique de raideur musculaire, hein, parce qu'on voit que sur ce fameux squat, des chaînes antérieures un petit peu trop toniques ne permettront pas. Ce qui arrive un peu chez nos quasiment athlètes. systématique. Petit pectoral voilà, qui tire un peu fort. Donc c'est vraiment la base avant tout travail. Donc après, et là je sais que tu as fait pas mal de vidéos, je crois, sur le sujet. On va démarrer tout notre travail avec tout ce qui va être l'automassage. Bon, dans ce milieu-là, nous on est fans. Automassage au foam roller, beaucoup à la balle, tout le travail des tendons et compagnie qu'on utilise et qu'on incite les joueurs à utiliser en autonomie. Ça, c'est encore peut-être notre difficulté actuelle, mais ça démarrera par ça. Je crois que c'est la vraie marche en avant pour que l'automassage fonctionne, hein, c'est que les joueurs soient éduqués à ça et qu'on n'ait pas à leur dire, de la même manière qu'on n'a pas besoin de leur dire de se brosser les dents, il faut qu'ils soient capables de prendre leur rouleau, leur balle de 2 diamètres différents, éventuellement leur petit rouleau, leur canne de massage s'ils en ont une, et puis qu'ils se prennent en main en fonction de leur vraiment l'intégrer dans une routine. Il faut Ouais. vraiment que ce soit intégré dans une routine. Et c'est vrai que, alors on a quand même beaucoup de joueurs qui mettent ça en place de façon très très régulière, et c'est très intéressant. Alors, mis à part le fait qu'en plus on a des gains intéressants, il y a aussi un côté agréable de ce geste-là, quoi. Donc, Ouais, bien sûr, c'est très très addictif. Ouais. En général, on n'a pas trop de mal à emmener les gens avec nous. Toi qui sont éduqués et qui ont goûté après, au ce qui truc. est toujours difficile, c'est d'en rajouter un travail dans des emplois du temps qui sont déjà chargés. C'est toujours un petit peu la difficulté qu'on peut rencontrer. Bien sûr. Et du coup, après, tu combines ça, soit à des paramètres d'activation, j'imagine, ou Voilà, donc après, on passe sur toujours du d'étirement. travail déjà de mobilité aussi un petit peu plus global, en intégrant toute la chaîne du rachis, les chaînes croisées, donc tous les exercices qui sont connus et utilisés. Donc il y en a des déclinaisons multiples. Je crois que chacun a les siens et ses préférences. Et puis après ça, on va commencer, en fonction de nos évaluations musculaires qu'on aura faites, on va commencer à renforcer l'épaule. Alors, de toute façon, et ça c'est vraiment en adéquation, entre autres, avec les prépas avec lesquels on travaille, de façon systématique, on passera par les fixateurs d'omoplate. C'est systématique. Et pas de travail à charge lourde, mais ne serait-ce qu'un travail postural. Ouais, ne serait-ce que de l'activation, Exactement, souvent, c'est indispensable. juste envoyer le bon message au bon muscle. Le trapèze, tout ce dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment je pense que c'est la base du bon travail qui va arriver par la suite. Ouais. Si tu n'as pas ça... C'est la fondation. Exactement. Si tu n'as pas ça, tu vas avoir des gains musculaires, mais tu vas pas travailler dans quelque chose de fonctionnel, dans quelque chose d'équilibré. Et je crois que tu n'auras pas les résultats escomptés, même avec beaucoup de travail. Ouais, il en manque. Ça va compenser au niveau local et on aura ce manque d'activation de cette stabilité d'omoplate qui va faire défaut sur tous les autres mouvements plus complexes. Exactement. Donc après, une fois que ce maillon-là a été travaillé et intégré, on va commencer à inclure du renforcement de rotateur interne, du renforcement de rotateur externe. Attention, toujours privilégier quand même le renforcement des rotateurs externes. D'ailleurs, on dit toujours, on travaille stabilisateur d'omoplate et rotation externe. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le rotateur interne est plus fort. C'est les gros muscles, on sait qu'il est plus fort. Et chez 90% des gens, on sait que le déficit va être de toute façon objectivé si on faisait un test. Donc, toujours. Toujours. Et de toute façon, même chez quelqu'un qui va être très bien, il aura ce fameux déficit de 25%. Non, mais je veux dire, le déficit acceptable va être inacceptable chez 9 personnes sur 10 en réalité. Et donc après, quand les pathologies qu'on va retrouver suite à ce manque d'équilibre, c'est quand même
Ah bah on paye cher. Et on va favoriser quand même ce glissement antérieur de gléno-huméral et qui va poser problème derrière parce qu'il va être ou récidivant ou très brutal et sur une luxation complète et il va être chirurgical. Et là, on repart sur 4 à 6 mois de nouveau d'arrêt. Sans compter de manière un petit peu plus optimiste qu'au-delà de la blessure, il y a des gens qui n'utilisent simplement pas l'intégralité du potentiel de leur épaule et qui du coup ont des déficits de puissance dans des mouvements fonctionnels complexes parce qu'ils ont simplement 4, 5, 10 degrés de mobilité en moins par rapport à une épaule saine. Et au final, c'est ça qui n'accélère pas, de ce temps-là dont on dispose pour freiner en moins, on est moins puissant alors que... On perd de la puissance, on perd de la puissance et au bout d'un moment, on va quand même fixer cette attitude. Et quand on va fixer cette attitude, on va retrouver aussi certains accidents qu'on aurait pu éviter, la rupture du grand pectoral, la rupture du biceps, des choses comme ça, qu'on aurait aussi pu s'éviter en venant travailler un peu plus cette mobilité-là et cette ouverture. On est bien d'accord. Voilà. Et phase finale, du coup, réintégration de tout ça dans un schéma plus complexe, j'imagine. Quand on a tout mis dans l'ordre, on va dire de façon un peu analytique, tout rééquilibré, on va repasser sur des phases de test. Donc déjà, de façon très simple, on va réévaluer objectivement après un cycle de travail, voir là où on en est entre la première évaluation et puis un travail de 3 semaines, par exemple. Ça va nous parler de la force et des équilibres musculaires, mais c'est pas suffisant. On a tout le travail proprioceptif de l'épaule à intégrer, tout le travail après d'explosivité de l'épaule à intégrer, parce qu'il ne faut pas oublier que l'épaule, c'est le bras, l'armer, le lancer, le jeter, la frappe, avec des mouvements très très explosifs. Donc là, on va beaucoup travailler. Alors sur le côté rééducation, on travaille de façon très simple. On intègre, on va dire, le b.a.-ba pour pouvoir mettre en place des exercices un petit peu plus développés qui vont être mis en place par nos préparateurs physiques qui sont super calés chez nous là-dessus, sur leur réathlétisation avec beaucoup de travail de proprioception d'épaule. Alors à base de Swiss ball, à balle, alors hyper sous-côté cette proprioception d'épaule pour une raison qui... Non, c'est pas qu'elle m'échappe en fait, je sais pourquoi, c'est parce qu'on a pris la proprio historiquement par l'équilibre instable des appuis au sol. Et donc, depuis les années 2000, on sait que c'est plutôt les ateliers de cirque et sans être péjoratif, rolla bola, équilibre sur ballon plat, sur Swiss ball, etc., qui ont pris le dessus. Alors même que la proprio, elle s'exprime aussi énormément sur les membres supérieurs. Effectivement, mettre en charge proprioceptive l'épaule, c'est une des clés de la prévention. C'est une des clés de la prévention parce qu'en fait, elle permet de diminuer les temps de réactivité dans des postures qui pourraient être dangereuses. C'est le même principe qu'une cheville, on est exactement sur la même chose. Et on sait très bien que si on n'est pas assez réactif, parce que la proprio, c'est quoi? C'est rééduquer tous ces petits récepteurs d'instabilité pour qu'ils envoient de façon le plus rapide possible un message au cerveau en disant attention, voilà ce qu'il faut faire. Je vais commencer à être en danger, envoie-moi une réponse. À partir de ce moment-là, quand tu réduis ces temps de réaction, quand même, tu diminues la malchance. Pour passer au sol, une chute, une mêlée qui va tomber, une épaule qui va briller, ça demande de la force, mais ça demande de la réactivité, donc de la proprioceptivité. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est clair. Voilà. Je pense qu'on a quelques pistes là. Oui, alors après, ça reste quand même l'articulation où on peut travailler des semaines et des semaines que là-dessus, quoi. Ah ouais, c'est à volonté. C'est à volonté. Mais faut faire des choix après. Il y a évidemment d'autres articulations dont il faut aussi prendre soin. Mais en gardant ces grandes étapes à l'esprit, je pense qu'on diminue très nettement notre chance d'avoir pas de chance. Tout à fait. Ouais. Je crois vraiment qu'il faut être capable de mettre en place le plan d'action. Comme on l'a dit, en fait, on l'a fait sans le vouloir, mais on a fait un plan d'action qui est la mobilité, la stabilité de l'omoplate, le renforcement, la proprioception, l'explosivité. Et je pense que si on respecte... Chacun y met ce qu'il voudra dedans. C'est pas dire faites ci, faites tel exercice. Je pense que quand ils sont bien faits, ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Mais il faut être capable d'évaluer et de faire son plan d'action pour arriver à un travail concret et efficace. Écoute, super, vraiment hyper enrichissant. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à discuter avec Fabien. Si vous en voulez plus, il est actif sur les réseaux sociaux. Kinefou sur
sur Instagram. Tout à fait. Vous pouvez aussi le retrouver, Fabien Simon, sur LinkedIn. Vous nous avez peut-être écouté sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast ou Google Podcast. Peut-être que vous nous avez regardé sur mon site en version augmentée avec des vidéos complémentaires pour enrichir notre propos. Peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube. Dans ce cas-là, c'est dommage. Venez voir la version enrichie sur le site. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité. J'étais chez Transfert, mon partenaire digitalisation, qui propose une formation sur la préparation physique, la nutrition et la récupération que je vous engage à aller suivre. La 3PS. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.